Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h19, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Renaud Muselier, président de la région Sud et soutien d'Emmanuel Macron. Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Pétrole, gaz, la flambée inédite des prix. Quelles mesures? La guerre en Ukraine et les réfugiés. Pourquoi faire campagne pour Macron? Les trahisons et petits arrangements aussi en politique. La fin du Covid, autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Commençons donc par la guerre en Ukraine, Renaud Muselier. Je rappelle que vous avez été secrétaire d'État aux affaires européennes, sous Villepin. À l'époque, votre gouvernement s'était élevé d'ailleurs contre la politique américaine d'intervention en Irak, on s'en souvient évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit suivre Joe Biden aussi face à la détermination de Poutine? À l'époque, quand j'étais avec Jacques Chirac aux Nations Unies, on a pu constater que l'intervention américaine en Irak avait entraîné quand même une modification de l'ordre mondial entre 10 et 15 ans derrière. Ouais. Donc quand on sort du multilatéralisme, ce qui est le cas aujourd'hui de M. Poutine dans son intervention, il faut bien se rendre compte que nous aurons des répercussions sur notre vie au quotidien et dans notre géopolitique, c'est-à-dire l'équilibre mondial et l'équilibre européen pour les 10 à 15 ans qui viennent. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer, les conséquences de cette guerre. Les Américains aujourd'hui sont dans une situation où il faut toujours se méfier de la diplomatie américaine quand même. Les Américains... Parce qu'on est un peu entre les deux, nous quand même, ici en Europe, non? Non, nous on est... la réalité c'est que l'intervention la guerre en Ukraine, pilotée par la Russie, par M. Poutine, fait en sorte qu'ils ont réconcilié l'Europe entre eux. Ouais. Ils ont rappelé la nécessité d'être ensemble. Ils ont relancé l'OTAN, c'est-à-dire la force militaire nécessaire pour défendre nos frontières, ce qui est quand même absolument incroyable comme résultat. Et ils ont montré aux Européens qu'ils avaient besoin, comme le disait à l'époque le général de Gaulle, d'une indépendance énergétique, d'une indépendance militaire et d'une indépendance industrielle. Or aujourd'hui, on est souvent dans la main des Chinois. Sur le plan énergétique, on est souvent dans la main des Russes. Et sur le plan militaire, on est souvent dans la main des Américains. Donc là, il y a un sursaut qui aura lieu vraisemblablement sous l'autorité du président Macron au sommet de Versailles la semaine prochaine, qui est indispensable. Demain, après-demain. C'est demain et après-demain. On va en dire un mot justement sur ce sommet demain et après-demain, ce qui doit en sortir. Mais vous avez dit tout à l'heure, il faut par rapport à la diplomatie américaine être méfiant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, dans l'affaire ukrainienne, quand alors c'est vrai, c'est peut-être une vieille expérience diplomatique qui est la mienne, mais quand vous avez M. Biden qui dit je demande aux Russes de ne pas intervenir, mais de toute façon, dans tous les cas, nous n'irons pas, ça veut dire allez-y. Hein. Bah oui. Voilà. Donc c'est pour ça nous sommes un petit peu coincés, nous aussi, l'Europe, quand même, malgré tout. Non, nous devons, nous les Européens, être indépendants, voilà, et avoir des alliés. Oui. Les alliés, on les a eus lors du vote à l'ONU, où les Russes n'ont eu que 5 voix, et tout le reste du monde, quand même, ont soutenu la position européenne, et les Américains sont nos alliés historiques. Et aujourd'hui, les Américains, contrairement à l'ère de M. Trump, reviennent dans le concert des nations, pro-occidental, pro-européen. Oui. Avec leur indépendance à eux aussi, bien sûr, mais eux, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Eux, ils dépendent du gaz russe pour 8%, alors que nous, certains pays, c'est 100%. Oui, parce que les États-Unis et la Grande-Bretagne, là, ils donnent un petit peu des leçons en disant on ne va plus acheter de pétrole et de gaz russe. Nous, on n'est pas dans la même situation, parce que ça n'a pas beaucoup d'impact. Qu'est-ce que l'on doit faire? Nous, encore, les Français, on a une dépendance entre 30 et 40% entre le gaz et le pétrole. Mais on a d'autres pays européens, notamment le bloc de l'Est, où ils dépendent à 100% du gaz russe. Hein. Donc, d'avoir une convergence économique, industrielle et énergétique européenne dans cette situation montre bien que l'Europe tient. Alors, qu'est-ce qui doit sortir justement du sommet européen demain à Versailles? Demain et après-demain à Versailles, quoi. Un calendrier d'indépendance énergétique à accélérer, avec des parts de marché. Oui, mais c'est des changements d'habitude. Au lieu de passer sur le gaz russe immédiat, on peut avoir le GNL sur nos containers méthaniers, comme nous en avons à Fos, il y en a 3 en France, qui peuvent faire venir du gaz de l'extérieur. Il y a un changement de politique énergétique. Il y a la nécessité pour nous de consommer moins au niveau européen, de s'appliquer, de réindustrialiser nos entreprises. Enfin, il y a un sommet général. Et puis, il y a aussi le réarmement et la protection de notre continent. Oui, c'est ça. Mais alors,
avec des alliances, puisqu'on n'a pas de défense et d'armée commune en Europe, quoi. Est-ce qu'il faut faire un premier pas vers ça? On a l'OTAN pour se défendre. L'OTAN intègre des moyens humains et techniques tout à fait remarquables quand même. Les Français ont la première armée, les Britanniques la deuxième, et les Allemands sont pas loin. Chacun fait un effort conséquent. Ouais. Sur les sanctions, là, il y a le gel des avoirs des oligarques. Vous êtes président de la grande région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il y a quand même quelques grandes villas qui appartiennent justement à des riches russes, pour certains proches aussi de Poutine. Est-ce que vous êtes informé de ces gels et d'interdictions aussi du territoire? Oui, je donne un exemple très simple. Le yacht de Abramovich qui était au chantier naval de La Ciotat était bloqué, on l'a interdit de partir. Donc il y a une prise de tous les biens, un gel. C'est un gel, c'est un gel de tous les biens. Parce qu'il y en a quand même, en fait, beaucoup de ces villas, non, qui appartiennent aux Russes, quoi. Des il y en a quand même plus de Français, quand même. Mais il y a de toute façon, sur la Côte d'Azur et sur la France, il est incontestable que nous avons une capacité d'accueil incroyable. On a la plus belle région du monde. Mais forcément, la luminosité chez nous et l'accueil fait en sorte que. Mais Abramovich, il n'est pas propriétaire d'un club français au niveau du foot. Donc, par contre, il a un yacht chez nous. Voilà, c'est pas la même chose. Il y a un club tout près qui est quand même détenu aussi par un milliardaire russe, à Monaco. Oui, mais lui est en disgrâce avec le président Poutine, et l'Olympique de Marseille était dans les clubs d'un Américain. Donc bon, il y a une flambée des prix inédite aussi pour les carburants, plus de 2 € le litre d'essence. Quelles mesures souhaiteriez-vous face à ces hausses? Quelles recommandations? Qu'est-ce que vous dites au gouvernement? Je dis d'abord aux Français, nos aînés ont payé par le prix du sang la liberté sur le continent européen. Et aujourd'hui, les Ukrainiens payent par le prix du sang la défense de liberté sur le continent européen. Et nous, on va avoir un prix, un coût, ça va être le prix de l'euro. Voilà, ça va nous coûter de l'argent, cette histoire. Tant que ça ne nous coûte pas des vies, et donc il faut bien intégrer ça. Donc il faut que les Français intègrent que l'essence va continuer d'augmenter, 2 €, 2,20 € et peut-être même au-delà. Les Français ne vivront plus jamais comme ils ont vécu avant. Il faut bien qu'ils l'intègrent. Voilà. Donc c'est une prise de conscience générale. On voit que le monde peut évoluer très vite. On vient de vivre 2 ans avec le Covid masqué, où le monde entier s'est calfeutré quand même et ne sortait pas, ce qui était inimaginable. Aujourd'hui, on a la guerre à nos frontières. Jamais nos enfants auraient pu croire une seule seconde que la démocratie était en danger à la frontière. Et bien, la défense de la liberté a un prix. Et on ira même peut-être plus... Donc c'est ça le prix. Notre effort à la guerre pour l'Ukraine, c'est le prix notamment des carburants et de l'essence. Il n'y aura pas que ça. Je pense qu'il y aura d'autres problèmes. Je pense que... On pourra même envisager peut-être le retour du service militaire sur le territoire français. Enfin, des choses qui vont beaucoup évoluer. Mais en ce qui concerne la vie au quotidien, donc parce que ça c'est dans le temps, et c'est une perception de cette vie qui va se durcir, en difficulté, qui nous inquiète tous d'ailleurs. On le voit bien. On est tous inquiets de ce qui se passe. Ça va revenir à nos valeurs qui sont essentielles. Quelle est la place de la France dans le monde? Quelle est la place de la France en Europe et la place de l'Europe? Et alors, à la pompe, quelles sont les conséquences? Et là, le gouvernement doit trouver les mesures de détaxation, d'aide, pour trouver des moyens. Je vous donne un exemple très simple. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous, on a fait... vous avez des boîtiers de bioéthanol qui font en sorte que vous consommez 5 fois moins, quand même, l'essence. Eh bien, je finance à moitié ces boîtiers de bioéthanol qui font en sorte que c'est de l'énergie faite sur nos betteraves, vendue à la pompe, où vous consommez moins de CO2. Et donc, vous allez avoir une adaptation de votre chauffage, de votre électricité, de votre consommation de gaz, de votre adaptation de votre véhicule au bioéthanol, qui ont fait en sorte qu'on va changer nos habitudes. Oui, mais dans l'immédiat, face à ça, il y a une urgence quand même. Je sais pas, vous payez peut-être pas votre essence pour mettre dans votre voiture pour vous déplacer, mais les gens qui vont travailler... Moi j'ai une voiture hybride. Non, mais les gens qui vont de Aubagne... Moi j'ai une voiture hybride avec... non mais parce que je vous vois derrière vous, moi je suis un élu et donc j'ai pas de voiture. Non, moi je vais à l'essence et j'ai une voiture hybride, donc je branche la prise électrique et je mets de l'essence comme tout le monde. Non mais Renaud Muselier, quand vous habitez Aubagne et que vous allez en fait à l'autre bout du département pour travailler, que vous prenez votre voiture parce que c'est quand même trop compliqué de prendre des transports en commun, vous voyez en fait quand même la facture qui s'allonge. Bien entendu, et vous avez le même problème. Et alors, est-ce qu'il ne faut pas baisser les taxes? Est-ce qu'il ne faut pas baisser les taxes que réclament beaucoup?
Oui, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont globalement incompétents dans cette histoire, économiquement, diplomatiquement, et qui donnent des leçons à tout le monde. Le problème qui vient de nous arriver, que nous sommes confrontés, que nous n'avons pas voulu voir, il arrive depuis 14 jours. Ouais. On ne va pas prendre des mesures du jour au lendemain et qui ne tiennent pas compte de tout ça. Donc, le bioéthanol est une sortie. Vous allez avoir tout le problème sur l'agroalimentaire, notamment sur le prix du blé qui va multiplier par 6 ou 7. Donc, il y a toute une série en cascade. En ce qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai organisé toute une série de mesures avec la totalité des filières. Jeudi, j'ai une plénière sur les moyens financiers, sur le corridor humanitaire, sur les réceptions de matériel pour accueillir nos amis ukrainiens. Et parallèlement à ça, qu'est-ce qui est touché dans nos filières industrielles et comment on travaille dessus. Bon, en tout cas, comment vous on n'êtes travaille pas pour avec une baisse des taxes. Hein. C'est ce que je retiens sur le carburant. Vous n'êtes pas pour un gel en fait des taxes, quoi, de la TVA. Il faudra trouver une autre mesure de taxation, voire de diminution des taxes sur le prix de l'essence, parce que de toute façon, il y a eu trop de taxes au son temps sur le prix de l'essence, qui font en sorte que le gouvernement s'est payé dessus, et ça ne date pas de celui-là. C'est historiquement, culturellement dans notre histoire, et il va falloir modifier notre système. Bon, dites-moi, vous lancez un appel du Sud pour l'Ukraine, sur l'organisation de levée de fonds, etc. C'est quoi précisément Organisation en 3 étapes. Nous avons reçu le sommet européen des villes et des régions, 235 régions, 90 000 villes, 10 millions d'euros à lever. C'est la solidarité bleu-jaune. Nous avons fait avec les régions de France un travail avec le FASECO, c'est-à-dire le gouvernement français, et avec l'ONG Acted pour développer des moyens au niveau des régions. Et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un numéro vert avec une fédération de toutes les aides. On se rend compte que tout le monde veut donner un coup de main et que c'est pas organisé, structuré. Donc nous sommes en contact avec Acted qui est sur l'Ukraine et la Roumanie, de façon à ce que l'on envoie le bon matériel au bon endroit au bon moment, et on enverra. C'est une coordination, quoi, un petit peu. Vous savez, je suis un ancien mécène du SAMU. Quand vous téléphonez au SAMU, vous avez un coordinateur. Et ben voilà, je suis un régulateur de l'opération sanitaire. Oui, il nous reste 2 minutes, Renaud Muselier. On pourrait passer plus de temps, évidemment. Mais on est bien quand même. Vive le Sud. Bon, voilà. Dites-moi, en tant que président de la région, vous avez quand même critiqué la présidence Macron. Pourquoi vous le soutenez maintenant ? J'ai beaucoup critiqué ce qui était critiquable, j'ai beaucoup soutenu ce qui était soutenable. Je n'ai pas mâché mes mots dans la crise sanitaire vis-à-vis du ministre de la Santé, où ils ont raté la vague 1, raté la vague 2, raté la vague 3, ils ont fini par bien travailler sur la 4 et la 5. C'était mon... Bon, alors pourquoi vous le soutenez aujourd'hui ? Mais parallèlement à ça, avec avec le ministre des Économies et des Finances, on a sauvé la totalité de nos entreprises, nos industries, nos filières. Bon, donc il y avait des choses bien, des choses moins bien. Ma famille politique d'origine, c'est-à-dire LR, m'a chassé dehors, n'a jamais accepté que j'élargisse ma majorité avec la République en marche. C'est elle qui vous a chassé, véritablement. Vous souvenez-vous du psychodrame des régionales où on m'a expliqué que j'étais un sombre traître. Regardez, quand je pose la question à Madame Pécresse, si au soir du 2e tour vous n'êtes pas là, c'est ça que je posais bien avant son effondrement dans les sondages, vous votez pour Monsieur Macron ou Monsieur Zemmour, comme le dit l'un de vos meilleurs supporters. Elle m'a jamais répondu, elle n'a jamais voulu répondre. Or, moi je suis d'une culture de chiracienne, je suis d'une culture de Nicolas Sarkozy, où il y a une digue entre l'extrême droite et moi. Et bien cette digue-là, ma famille politique ne l'a jamais voulu la remettre en place ou clarifier la situation. Ça a un petit peu changé avec Valérie Pécresse tout de même, quoi, non ? Mais elle vous a jamais dit si elle n'était pas au 2e tour. Elle vous a expliqué que qu'elle devait être au 2e tour, que elle appelait aux électeurs de Monsieur Zemmour à voter pour elle. Je l'entends. Mais ça veut dire qu'elle appelle l'extrême droite à voter pour elle. Moi, je souhaiterais surtout qu'on appelle tout le monde à voter contre l'extrême droite. Et vous pouvez donc travailler avec des gens de gauche, quoi, qui sont actuellement soutiens aussi d'Emmanuel Macron. J'ai plutôt l'impression qu'ils travaillent avec moi. Comment ? J'ai plutôt l'impression de travailler moi. Dans ma majorité, j'ai 11 composantes politiques différentes. Moi, je suis le leader, le président. Je suis de droite, je l'assume et je l'affirme. Et j'ai élargi mes bras de façon à avoir du centre-gauche jusqu'à la droite dure dans ma majorité. J'ai l'impression que la politique régionale est bien pilotée derrière un mec de droite qui a su additionner, se renforcer, prendre les meilleurs et faire en sorte que les électeurs me fassent confiance. 57% des voix, plus gros score de droite en France. Valérie Pécresse sera demain soir face à Éric Zemmour en débat. C'est un quitte ou double pour elle ? Elle va se faire massacrer, c'est un quitte tout court. Ah bon ? Voilà. Je veux dire, vous ne vous présentez pas... à droite, culturellement, on doit réussir nos meetings. C'est un moment de fête, de liesse, elle l'a raté. Et il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est aller se présenter sur le terre d'un polémiste qui fait ça depuis 10 ans, matin, midi, soir à la télévision. C'est comme si vous mettiez un étudiant en médecine face à un neurochirurgien en disant qu'elle est le meilleur pour ouvrir le crâne de votre patient. Et bien, elle va se faire massacrer. Elle va se faire massacrer. Massacrer. Ah bon. Donc, pour vous, c'est de l'effondrement. Non, mais si elle fait les campagnes... Elle ne sera pas au second tour, alors, hein ?
Ah bah non, ça, de toute façon, je le dis depuis très longtemps, bien avant qu'elle s'écrase dans un sondage. Alors, en fait, LR a eu un truc incroyable, c'est qu'ils ont mis en tête celle qui était la plus mal placée dans les sondages. Souvenez-vous, elle était à 9-10. Et ben elle retombera à 9-10 après avoir fait son cap à 15-16 pour se recoller au peloton. Merci Renaud Muselier, président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et soutien donc d'Emmanuel Macron. Et Merci dans à un vous. instant, la revue de presse reste avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Il est 8h33.